À tout le monde, je pense qu'un certain nombre me connaissent déjà. Jean ne me présente plus, donc non mais je vous dis un peu ce que je fais parce que ça éclaire un petit peu le pourquoi de ce bouquin et pourquoi vous voyez la commémoration ou la référence au Front populaire en 2016 n'a pas été une année quand même où on a parlé énormément du Front populaire. Allez savoir pourquoi. Vous voyez, dans la question, il y a déjà la réponse. Et vous voyez bien comment c'est à la fois compréhensible et en même temps dangereux. Parce que c'est plus que jamais, à mon avis, le moment de non pas se souvenir, parce qu'il n'y a plus de souvenir direct, mais d'avoir la mémoire de cette histoire, quitte à en faire un peu un terrain d'expérience, à revisiter cette époque. Comme on revisite, par exemple, la sécurité sociale et ce qui s'est passé en 1945. Jean vous a fait un inventaire tout à fait subtil et organisé de toutes les séances qui ont eu lieu, et notamment qui touchent à l'histoire nationale ou à l'histoire française de ces dernières décennies. C'est très significatif de voir qu'on attend la fin de l'année 2016 pour aborder le Front populaire qui, historiquement, vient avant ce qui s'est passé en Espagne, on en parlera forcément, et aussi de la libération, la sécurité sociale. Il y a un aller-retour historique, en fait, parce que l'intérêt du Front populaire, c'est un petit peu la matrice, un peu la base de toute une partie de ce qu'on a appelé l'évolution de la République sociale en France, ou comment la République est devenue un peu sociale. Et comment une des questions aujourd'hui concernant ce qu'est la République en France, c'est va-t-elle continuer à avoir un objectif ou des objectifs sociaux, ou au contraire les liquider, ces objectifs sociaux? N'oubliez pas vous le savez, mais dans un des débats dans la Constitution en 1945, après le drame de l'occupation, de la trahison, de la collaboration, les résistants veulent inscrire dans la Constitution le droit au travail, le droit à la santé, le droit à des objets. On fait reconnaître, en quelque sorte, par la République, un certain nombre d'objectifs de grande valeur sociale. Eh bien, on peut dire que le moment où il y a la première expérience historique, où ça se noue, bien sûr, il y a cette fulgurante expérience de la Commune de Paris, dans un contexte de guerre, un contexte parisien et un contexte, malgré tout, qui va servir de référence. Mais il y a le Front populaire. Le Front populaire, c'est un moment très court. C'est un moment, alors, pour les éditeurs et pour aujourd'hui la mémoire institutionnelle, on l'associe seulement à 36, le Front populaire. Moi, je me refuse à cela, bien que j'ai fait, vous savez, on fait des concessions aux éditeurs, et ça en était une. C'est pour ça que j'ai joué avec les mots, et j'ai dit 36, oui, mais le monde du Front populaire. C'est plus large, c'est une société, une époque, aussi les forces politiques de l'époque, c'est aussi le fait que c'est pas que la France, le monde du Front populaire, et c'est aussi le fait que c'est une époque. Il ne faut pas la confondre avec aujourd'hui, et en même temps, nous sommes les héritiers de ça, et il y a une sorte d'aller-retour à faire entre cette époque. Mais le Front populaire, c'est pas une année. Au sens propre du terme, c'est 4 années. C'est pas beaucoup. Mais c'est 4 années à la fois d'une riposte, d'une espérance, d'un mouvement social qui se lève, d'une alliance politique contre le fascisme, avec des réussites extraordinaires, mais brèves. Et puis la fêlure, la fracture et l'échec. Et il ne faut jamais oublier les échecs. Parce que les échecs, c'est souvent, porteurs ou de leçons ou de réflexions. Donc moi, je vous épargnerai le cliché, peut-être que vous n'allez pas être content, les congés payés, on part en tandem, c'est la joie, mais bien sûr, c'est la joie pour les ouvriers, les auberges jeunesse,
et puis une figure d'un personnage politique à la voix frêle et moustachue, Léon Blum, qui apparaît comme l'inventeur, le père, et puis on ne sait pas d'ailleurs ce que ça devient après, il disparaît, du Front populaire. C'est pas ça l'histoire du Front populaire. L'histoire du Front populaire, c'est une histoire à la fois sociale, politique, bien sûr aussi culturelle, mais c'est une histoire sociale et politique, et c'est ça que je veux vous... Alors, je vais pas vous raconter, parce que vous êtes dans cette salle, je pense qu'il y a plusieurs générations représentées, et il y en a quand même un certain nombre qui connaissent cette histoire. Donc c'est presque vous faire injure de vous raconter cette histoire. Mais en même temps, si je raconte pas l'histoire, je vais vous faire un topo du style il y avait ceci, cela, je suppose connu le Front populaire, et il se trouve que peut-être dans la salle, il y en a qui ne connaissent pas l'histoire du Front populaire. Non pas, je vais pas vous faire le coup, oh maintenant à l'école on n'étudie pas le Front populaire, on l'a jamais étudié. Alors donc c'est pas une nouveauté. Est-ce qu'on devrait l'étudier davantage? Oui. Est-ce que les professeurs du secondaire devraient être mieux formés pour le faire? Oui. Est-ce que les profs du supérieur, comme moi, devraient mieux former les enseignants du secondaire? Oui. Vous voyez? Donc c'est une responsabilité partagée. Il ne faut pas chercher tout de suite un bouc émissaire en disant on interdit à personne d'étudier ou de faire connaître le Front populaire. Seulement on ne le fait pas bien, ou on le fait peu. Donc c'est ce que je vais essayer non pas de réparer, mais de donner des éléments qui vous donnent envie de continuer après à évoquer le Front populaire. Alors les archives, évidemment je suis un peu un fondu d'archives comme beaucoup d'historiens ou de chercheurs, le numérique, l'audiovisuel aussi, mais au lieu de commencer par ça, je vous le réserve si vous avez envie qu'on en discute, vous avez des questions, on le fera après mon topo. Ça sera mieux, parce qu'autrement on va perdre le fil. Et donc, le fil de l'exposé, c'est quand même important. Donc, mon exposé sur le Front populaire, je prends une garantie, tu es là pour me surveiller, oui, je te surveille. Tu me surveilles, on dit une heure, maxi. Je ne vais pas présenter, mais c'est Serge Volikov. Oui. Voilà. Et j'ai commencé à enseigner au lycée de Troyes. Et on l'aime bien. Il y a bien longtemps. Après, je me suis baladé, mais je ne cesse de revenir, parce que tu m'as pris par la manche, quand même aussi, à l'université populaire. Le Front populaire, d'abord, l'ancrage du Front populaire, c'est le monde des années 30 dans la crise économique et sociale, qui est la plus importante que le monde ait connue depuis la fin du XIXe siècle. On ne va pas entrer dans l'histoire des crises. C'est une crise qui est une crise grave, qui est une crise de cette époque, c'est-à-dire dans une société française, dont dans l'Aube, y compris dans l'Aube où il y avait beaucoup d'ouvriers, il y avait aussi beaucoup de ruraux, de cultivateurs. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'ouvriers qui travaillaient dans les campagnes. Donc la société, ils travaillaient comme ouvriers agricoles, mais aussi comme bonnetiers à la tâche, à façon dans les familles. Et souvent, ils avaient une activité mixte. Donc, cette société, c'est une société dans laquelle il y a des salariés de l'industrie, des cultivateurs qui sont souvent des métayers, qui sont souvent des fermiers. Les exploitants sont très pauvres et ils sont tous, de manière différente, touchés par une crise qui est une crise d'effondrement des débouchés, des prix, de la production et le chômage. Le chômage dans une société où il n'y a aucun type de secours pour ceux qui sont au chômage. Les ouvriers sont payés à l'heure ou à la journée, et s'ils ne travaillent pas un jour, ils ne sont pas payés. Et s'ils travaillent 10 heures dans la semaine, ils sont payés 10 heures. Voilà, il faut bien comprendre ça. Et ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui chôment au sens étymologique du terme, qui ne fonctionnent pas, eh bien, ils n'ont aucune ressource. Quelques soupes populaires dans quelques municipalités qui s'occupent de cela, quelques bonnes œuvres qui font de la charité à condition que leurs ouailles se comportent politiquement bien. Donc on a une société dans laquelle la crise frappe profondément. Il y a à peu près 1 million de chômeurs en 1934. Cette crise, elle a des effets politiques dans la France de l'époque.
La France de l'époque, la politisation est forte. Il ne faut pas croire que parce que la population vit à la campagne, elle n'est pas politisée. On lit beaucoup les journaux, on écoute encore peu la radio. C'est seulement en 1936 que la radio va être, pour la première fois, on va faire une campagne, on tente une campagne électorale à la radio et qu'on utilise le cinéma. Mais par contre, les journaux sont lus massivement et tirent à des millions d'exemplaires quotidiens. Et donc, en 1932, ça on l'oublie, la gauche a gagné les élections. La gauche avait gagné les élections en 1932 contre la droite pour lutter contre la crise. Et une gauche qu'on appellerait modérée, radicale, socialiste, c'était la gauche radicale socialiste. On disait des radicaux qu'ils étaient comme les radis. Rose à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Et toujours près de l'assiette au beurre. Et toujours près de l'assiette au beurre. Et donc, justement, les promesses de ce gouvernement radical soutenu par le Parti socialiste, le Parti communiste étant dans une opposition totale, mais complètement isolée, en 1932, ce gouvernement radical ne tient aucune de ses promesses. Et même, il fait mieux, il crée un sentiment de désillusion dans la population. Il avait promis des grands travaux pour donner du travail, des grands chantiers de modernisation, il avait promis le contrôle des changes et une réforme fiscale. Tout ça est abandonné au nom des difficultés de la balance budgétaire, des économies à faire, de la pression du capitalisme international sur le franc, etc. Et en même temps, tu parlais de l'assiette au beurre, des ministres sont des députés sont mouillés dans des scandales. Et dans des scandales, et notamment des scandales qui entraînent des faits divers, par exemple la mort d'un banquier mystérieusement, qui se suicide au bon moment où il allait révéler à qui il avait payé, avec quels étaient ses appuis politiques. C'est Stavisky, vous savez, dont le Canard enchaîné dit qu'il a été retrouvé suicidé d'un coup de feu à bout portant dans la nuque. Donc la suspicion est quand même générale à l'égard de ces liens entre corruption, absence des promesses tenues, et donc il y a une vraie désillusion dans une partie de la population. Et là-dedans, l'extrême droite s'engouffre. Les ligues fascistes, l'extrême droite gagne de l'influence dans les couches moyennes, artisans, petits commerçants, qui demandent à la fois de l'ordre et qui vont développer une démagogie sociale et nationale sur le thème dehors les étrangers, la xénophobie, la discrimination contre les étrangers. Les étrangers sont présentés comme les grands responsables de la crise. Il suffirait de les mettre dehors pour que la crise soit résolue. Et il y aura près de 500 000 ouvriers expulsés, essentiellement des ouvriers, mais aussi des ouvriers agricoles, des ouvriers du bâtiment, expulsés en France entre 1931 et 1935. Il ne faut pas croire que c'est resté des mots. Et cette pression de l'extrême droite, elle se fait notamment contre les Italiens, les Polonais, les travailleurs étrangers de l'époque, les Espagnols, selon les régions de France. Et en même temps, on met en cause le capitalisme juif. C'est-à-dire qu'il y a un vocabulaire qui associe la défense nationaliste avec la démagogie sociale. Il ne faut jamais croire que l'extrême droite se présente tout simplement comme des forces politiques qui veulent le maintien de l'ordre social. Au contraire, ils se présentent comme des sortes de contestataires de l'ordre social. C'est pas un clin d'œil pour aujourd'hui, mais si vous voulez suivre mon regard, vous pouvez le faire, parce que quand on parle à d'autres époques d'une sorte de dédiabolisation, on retrouve les croix de feu, on retrouve les partis, un parti qui était connu en Champagne, notamment parce que c'était les Jeunesses patriotes financées par Tétinger. Et Tétinger, ça vous dit quelque chose quand on est en Champagne. Bon, les Jeunesses patriotes qui défilaient avec des uniformes à la mode italienne. Mais il y a un autre phénomène, et je termine sur le contexte, autrement on ne comprend pas le Front populaire. Le reste du contexte, c'est la victoire de Hitler. Hitler arrive au pouvoir, quand je dis Hitler, c'est les nazis arrivent au pouvoir, aux frontières de la France, en 1933.
Et il arrive dans des conditions tout à fait inattendues. Il est minoritaire dans le pays. La gauche, socialistes, communistes et syndicats sont bien plus puissants que l'extrême droite quand ils sont rassemblés. Quand ils sont divisés, je ne développe pas la suite. Et la droite fait alliance avec l'extrême droite. Et donc c'est dans ce contexte que Hitler arrive au pouvoir avec la droite, avec les forces conservatrices. Mais vous savez que dans les mois qui suivent, c'est l'arrestation, l'interdiction des syndicats, l'ouverture des camps de concentration, ce que Hitler a appelé la mise au pas du mouvement ouvrier et de la démocratie en Allemagne. Alors le choc en France est tout à fait formidable, parce que la France, non seulement c'est à côté de l'Allemagne, mais avait toujours vu le mouvement ouvrier allemand comme une sorte de référence, de modèle qui lui avait été, aussi bien par les socialistes que par les communistes, présenté. Et donc il y a des réactions spontanées, de tentatives de mobilisation, l'appel de Romain Rolland et Barbus à lutter contre le fascisme dès l'année 1933, constitution d'un front commun aussi de différentes forces de gauche, et tout ça, dialogue même parfois qui s'engage entre socialistes et communistes. Ça ne débouche pas. Les internationales ouvrières, socialistes et communistes, disons sans voile à la tête, qui est responsable de l'arrivée de Hitler? Personne, et tout le monde est responsable. En réalité, le problème est compliqué, et en tout cas, dans l'année 1933, les divisions persistent. Et donc, le Front populaire va naître dans l'urgence de la crise politique de l'année 1934. L'année 1934, dans cette ambiance-là, la droite en France tente de prendre le pouvoir en s'appuyant sur l'émeute. C'est le 6 février 1934, les manifestations de l'extrême droite, le gouvernement radical démissionne et laisse la place à un gouvernement qui va se donner comme objectif de rétablir l'ordre, de limiter les dépenses publiques, de diminuer le nombre des fonctionnaires et de réduire le salaire des fonctionnaires qui sont dénoncés comme des budgétivores. Retenez bien ce terme. Au moment du Front populaire, les fonctionnaires sont des budgétivores. Et en même temps, rassurer les capitaux étrangers pour qu'ils viennent en France. Qu'à l'époque, la crise des capitaux étrangers, ils venaient pas plus en France qu'ailleurs, ils allaient se planquer dans des banques ou dans des zones qui étaient, de leur point de vue, plus tranquilles. On en reparlera, la Suisse notamment. Et donc, le 6 février 1934, l'émeute a réussi. Ils ont même trouvé un ancien président, il y en a toujours en réserve, de la République pour devenir président du Conseil. C'était Gaston Doumergue. Gaston Doumergue arrive, il forme un gouvernement avec un ancien maréchal qui commence à s'engager dans la politique, il s'appelait Pétain, et c'est la première fois où on voit le retour de Pétain, mais aussi le ministre de l'Instruction publique, qui est un radical, maire de Lyon, qui fait don de sa personne lui aussi à la France, et c'est Édouard Herriot. Donc on a les radicaux, une partie de la gauche, et la droite, qui sont ensemble pour faire une politique qui est une politique complètement contraire à celle pour laquelle les Français avaient voté 2 ans auparavant. Mais voilà, crise vraiment morale, politique, générale. Et en gros, la droite a gagné. Et au même moment, à Vienne, les ouvriers autrichiens sont écrasés par le chancelier Dollfuss et la répression contre les socialistes de la ville de Vienne. Donc, climat presque désespéré. Et c'est là qu'il y a le sursaut, la riposte ouvrière, la riposte de ce qu'on pourrait appeler le mouvement syndical et politique de la gauche en France, le 12 février 1934. La première grève politique en France a lieu, et vous savez qu'elle a lieu dans des conditions particulières, c'est-à-dire que c'est une grève qui est un ensemble en fait de manifestations plus que de grève pour appeler à résister au fascisme et à défendre les libertés démocratiques individuelles et collectives, personnelles et collectives. Ça veut dire les libertés politiques, les libertés syndicales, et la référence est évidemment très forte à ce qui se passe en Allemagne. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pour ça que quand on parle du Front populaire, on dit c'est une affaire française. Non, c'est pas une affaire française. Ce qui se passe en France est vraiment lié à la situation internationale.
Oui, vous allez me dire, le 12 février, cette manif, elle est très très puissante. Il y a plusieurs millions de manifestants dans toute la France. Il y en a 3, avenue Émile Zola, comme d'habitude, de la Bourse du Travail, etc. Enfin, comme d'habitude, comme c'était l'habitude. Hein, d'accord. Je sais. Et donc, et cette manifestation, quelle suite? Alors, les suites politiques de la manifestation vont déboucher. Je ne peux pas vous raconter le détail. Voir le bouquin pour en savoir plus, parce qu'autrement j'en sortirai pas avec le contrôle qu'il a sur moi et sur l'heure. Donc efficace. Très efficace. Donc dans les mois qui suivent, c'est l'unité d'action pour la première fois entre socialistes et communistes. Le 27 juillet 1934, le Parti communiste a proposé l'unité d'action aux socialistes qui hésitent et puis qui finalement divisés, il y a une gauche socialiste qui accepte. Le Parti communiste a changé de position entre-temps, il prône l'unité d'action. Alors pourquoi il a changé? Comment il a changé? Il a évolué. Est-ce que la politique de l'URSS, de l'Internationale communiste, a joué un rôle? Oui. C'est pas évidemment sorcier de le savoir. Mais en fait, l'Internationale communiste avait refusé tout contact avec les socialistes l'année précédente, après l'arrivée de Hitler au pouvoir. Je vous ai parlé de l'ambiance. Là, au contraire, le nouveau dirigeant de l'Internationale communiste, qui s'appelle Georges Dimitrov, qui a été que les nazis ont dû libérer après un procès qu'ils n'ont pas réussi à contrôler, le procès de Leipzig. Eh bien, Georges Dimitrov va donner comme consigne aux communistes français de passer des alliances avec les socialistes en disant il y a urgence. Effectivement, il y avait urgence. Et le mot d'ordre de Front populaire, contrairement à ce que souvent, j'ai pas fait l'interrogation que je fais de temps en temps, je dis qui a inventé le mot d'ordre de Front populaire? Qui l'a lancé? Et alors souvent, quand je suis dans monsieur, c'est Blum. Ah non, ça c'est Blum, il y a absolument pour rien, il était même contre. Alors c'est un vieux dirigeant communiste qui avait été socialiste et un jeune dirigeant communiste qui était le secrétaire général de l'époque et qui s'appelait Maurice Thorez et Marcel Cachin. Marcel Cachin, directeur du journal L'Humanité, et Thorez lance le mot d'ordre au mois d'octobre, Front populaire pour le pain, la paix et la liberté. Et c'est vraiment un changement parce que c'est l'idée d'une alliance élargie. Derrière ce mot d'ordre un peu simple, et il s'adresse pas seulement au Parti socialiste, mais au Parti radical. Alors au Parti radical, il y en a une partie qui est au gouvernement avec la droite. Donc il s'adresse aux militants, aux sections, aux élus du Parti radical, en leur disant désavouez vos dirigeants, prenez position pour le Front populaire, rejoignez-nous dans la lutte contre le fascisme. Le deuxième point, c'est que la lutte contre le fascisme fait que même si on emploie toujours le mot d'ordre des soviets partout, en réalité, l'objectif, c'est la défense antifasciste, de la démocratie politique, des libertés, et en même temps des revendications sociales. Voilà. Donc voilà posé à la fin de l'année 1934 le lancement du mot d'ordre. Dans l'année suivante, le mot d'ordre devient une sorte de force collective. Ce mot d'ordre vient en quelque sorte rencontrer une grande partie des préoccupations de la population de gauche qui va s'emparer de ce mot d'ordre et en faire quelque chose. Et lors des élections municipales et lors d'un épisode, peut-être tout à l'heure je vous montrerai le film qui a été tourné où je vous dirai où vous pouvez aller voir ces films. Le 14 juillet 1935, il y a de grandes manifestations qui sont organisées par le Rassemblement populaire. Il y a une centaine d'organisations. Peut-être qu'il y avait les ramasseurs de pommes aussi, les mangeurs de pommes, je ne sais pas. Mais en tout cas, croqueurs de pommes. Mais en tout cas, il y avait les associations de jeunesse, les associations sportives, des syndicats, je veux dire, un très large ensemble d'organisations qui se sont rassemblées pour célébrer le 14 juillet. Vous allez me dire, quel rapport ? Eh bien, si, c'est vraiment au cœur du projet du Front populaire. Parce qu'il s'agit de ne pas laisser à la droite et à l'extrême droite le monopole de la référence à la patrie, à la nation, mais au contraire de dire que le 14 juillet, ce sont des traditions patriotiques, démocratiques et révolutionnaires.
C'était la tradition en France depuis la guerre de 14-18, où la Marseillaise et le drapeau tricolore avaient été utilisés pour justifier la politique de guerre pendant 4 ans. Le mouvement ouvrier, l'antimilitarisme très fort dans une partie du mouvement, non seulement syndical, la jeunesse, faisait que, comme disait Brassens dans sa chanson, le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, ça ne m'intéresse pas, je me souviens plus exactement. Mais c'était ça. Hein. Donc c'est vraiment un changement politique d'attitude, et cette manifestation du 14 juillet va être en quelque sorte concurrente des manifestations que la droite et l'extrême droite, par exemple à Paris, vous avez sur les Champs-Élysées la descente des Champs-Élysées avec les milices de la droite en uniforme, les jeunesses patriotes, les croix de feu, et puis les drapeaux des anciens combattants qu'on mobilise pour la faire, et puis entre Vincennes, la porte de Vincennes, la Nation, la République, de l'autre côté, à l'est de Paris, vous avez, selon un parcours qui est devenu aujourd'hui traditionnel, mais qui ne l'était pas, qui se forge à ce moment-là, un parcours où vous avez les manifestants du 14 juillet, du Rassemblement populaire. Et à peu près dans toutes les villes de France, vous avez le même phénomène, avec un serment qui est prêté. Et la prestation du serment, c'est de défendre les libertés, la démocratie et de lutter contre le fascisme. Alors vous voyez, comme Jacques Duclos le dit à ce moment-là, c'est l'alliance de la Marseillaise et de l'Internationale, du drapeau tricolore et du drapeau rouge. Et ce phénomène-là va évidemment est à la base en grande partie du Front populaire. Une capacité du mouvement ouvrier à récupérer, à s'approprier les traditions républicaines, alors que jusqu'alors, il s'était méfié de ces traditions républicaines, et souvent à juste titre, parce que c'était au nom de ces traditions républicaines qu'on avait souvent écrasé ou éliminé ce mouvement ouvrier. Donc, nous arrivons, vaille que vaille, à l'année 36. Et au moment de ce qu'on a appelé la victoire du Front populaire. La victoire du Front populaire, prenons les choses non pas dans l'ordre, mais dans ce qu'on pourrait appeler la logique chronologique. Souvent, quand on parle de la victoire du Front populaire, on pense aux grèves et au mouvement social. C'est fondamental. Mais les grèves arrivent après la victoire politique. Vous voyez, les grèves vont venir transformer sans doute, donner une nouvelle ampleur à la victoire politique, faire que le gouvernement a les moyens d'une rapide transformation des mesures sociales en mesures législatives, mais d'abord il y a une victoire politique. Et la victoire politique, elle a été rendue possible par deux choses, enfin deux éléments. L'un, l'unification syndicale. Il ne faut jamais oublier, contrairement à ce qu'on dit parfois, en France, le syndicalisme n'est pas un syndicalisme, jusqu'alors, en général, un syndicalisme de masse, c'est un syndicalisme d'engagement, c'est un syndicalisme de mobilisation, et par définition, ce syndicalisme joue un rôle qui, dans la société, est un rôle qui est également politique, au moment même où les syndicalistes disent « nous, on ne fait pas de politique ». C'est un classique. Enfin, à l'époque, aujourd'hui, c'est aujourd'hui aussi. Et donc, le syndicalisme français est un syndicalisme en fait divisé en deux grands courants. Je mets le syndicalisme chrétien de côté. Hein. C'est pas que je l'ignore, mais à ce moment-là, il compte pas, et on veut l'ignorer d'ailleurs. Il est considéré comme un syndicalisme de jaune, un syndicalisme qui est toujours du côté du patronat, ce qui n'est pas toujours vrai, et ce qui ne deviendra pas toujours vrai, mais ses racines sont quand même là. En 1919, l'Église et le patronat ont créé la Confédération des travailleurs chrétiens, la CFTC, pour faire pièce à la CGT. C'est comme ça que ça s'est passé en 1919. Mais alors, je ne fais pas l'histoire du syndicalisme, donc je ne rentre pas dans le détail. En tout cas, en 1936, il y avait la CGTU et la CGT qui formaient l'essentiel du militantisme syndical. La CGTU était proche du Parti communiste, la CGT était proche du Parti socialiste. Simplifions.
à l'excès, mais simplifions. Et donc, ils avaient des programmes différents, ils avaient des objectifs, des conceptions du syndicalisme qui n'étaient pas les mêmes, en fait, pas tout à fait les mêmes. Et ils ont réussi à s'entendre. Parce que vous voyez, quand on fait une union, en général, c'est au départ, on est séparés. Donc, il faut voir si le compromis est valable ou pas. Le compromis, ça a été un programme qui a, en quelque sorte, intégré les revendications immédiates de la CGTU et des revendications plus lointaines, plus globales de la CGT, qui réclamait un plan des nationalisations. La CGTU se battait pour les revendications immédiates, les salaires, mais les deux étaient pour développer les conventions collectives et la représentation ouvrière dans l'entreprise, des salariés de l'entreprise. Toulouse, mars 1936, unification de la CGT. Combien d'adhérents? 700 000 adhérents. C'est pas à eux deux, c'est vraiment pas lourd, hein, même à l'époque. Et donc, en même temps, unification politique différente. Pour la première fois, un programme commun électoral est négocié par les différentes forces qui, un an avant, avaient commencé à manifester ensemble, le 14 juillet, et qui ont discuté pendant des mois pour arriver à une plateforme électorale qui s'est appelée Programme commun du Front populaire. C'est pour ça que quand vous entendez parler, pour certains, on entend parler de programme commun, ça leur rappelle les années 70. Et ben en fait, c'était une référence des années 70 à 36. Donc, il faut mieux savoir d'où ça vient à l'origine. Ce programme commun, il est le résultat de compromis avec des points forts et des points faibles. Les mesures sociales sont assez évidentes. La diminution de la durée du travail, de 48 à 40 heures, c'est pas rien, l'augmentation des salaires, développer aussi des mesures sociales justement autour des conventions collectives, de la représentation des travailleurs, ça c'est dans le programme. Par contre, il y a d'autres choses qui, dans le domaine économique, on prévoit quelques nationalisations des industries d'armement. Dans les mesures économiques, il y a une réforme fiscale et le contrôle d'échange, le contrôle des capitaux, mais pas beaucoup plus. Les radicaux, le parti radical, qui a participé à cette alliance, était contre ça et contre le vote des femmes. Donc, le vote des femmes, souvent on pose la question pourquoi. Ben, c'est vraiment, ça fait partie du compromis du programme. Fallait-il refuser de signer le programme ou malgré tout signer le programme? Toujours éternelle question, qui c'est pas sur les mêmes sujets, mais qui mérite à chaque fois d'être pesé. Hein, En tout cas, ce programme électoral, c'est un programme de deuxième tour. Au premier tour, chaque parti va à la bataille avec sa propre figure, et au deuxième tour, il est prévu qu'autour de ce programme, il y aura les désistements. Désistements en faveur de celui qui est arrivé en tête de cette alliance. Et les élections, c'est pas un énorme raz-de-marée pour le Front populaire. Il y a un déplacement de 2% des voix en faveur de la gauche, de cette alliance, par rapport à 1932. Mais ce qui est important, c'est que la gauche n'ait pas perdu les élections, alors qu'il était programmé qu'elle les perde. 2 ans avant, c'était presque écrit qu'elle perdrait. Et le phénomène le plus curieux pour les contemporains, les dirigeants politiques, les dirigeants syndicaux, ils s'attendaient absolument pas à ça, c'est qu'à l'intérieur de la gauche, il y a un changement complet, enfin très important de rapport de force. Le parti radical, il a limité les dégâts, il est extrémiste, mais il paye pour sa politique dont je vous ai parlé rapidement, et il perd près de 35% des voix, et il perd plus de 50 députés. Donc, il perd le rôle dominant qu'il avait dans la vie politique française depuis à peu près l'affaire Dreyfus, depuis le début du XXe siècle, pour aller vite. Et finalement, le vainqueur politique de ces élections, c'est le Parti communiste. Le Parti communiste double ses voix, il double ses voix, oui voilà, il passe de un peu moins de 800 000 à près d'1,6 million, et il passe de 9 députés à 72 députés. Vous voyez donc une sorte de victoire électorale qui s'explique parce qu'il apparaît comme celui qui a été le promoteur finalement de l'idée de Front populaire. Il récupère les résultats de son action et surtout de la manière dont il est apparu dans la population.
le Parti socialiste devient le premier parti de la gauche, par un effet mécanique. Les radicaux se sont effondrés, pour aller vite, le Parti socialiste n'a absolument rien gagné, mais il est devant le Parti communiste, à peu près un peu moins de 2 millions de voix, et c'est lui qui va être amené à former le gouvernement, alors qu'il ne s'y attendait pas, à diriger le gouvernement. Et Léon Blum, particulièrement, s'y attendait pas. Et donc, dans cette surprise, mais les communistes s'attendaient absolument pas à avoir progressé. L'international communiste avait dit aux dirigeants, Cachin et Torres, toujours qu'ils avaient dans le collimateur, ouais, vous faites des projets sur un gouvernement de Front populaire, mais un gouvernement de Front populaire, ça serait un gouvernement où les radicaux seraient affaiblis, l'extrême gauche, enfin les communistes seraient très puissants, puis avec un mouvement populaire. Donc, en attendant, vous ne participez pas au gouvernement. Interdiction de participer au gouvernement, même de l'annoncer. Et toc, arrivent les événements qui sont inattendus. Ça arrive dans l'histoire. Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté de l'inattendu. Mais là, c'était plutôt bon. Et alors, simplement, Léon Blum a un mal de chien pour former son gouvernement. Vous avez bien compris. Vous avez bien compris, les communistes, il les sollicite, ils disent on réfléchit un peu, et il y a des discussions à Moscou. Ils ont été bien encadrés de ce point de vue. Ils disent non, nous, on soutient, mais on participe pas. Alors comment on fait le gouvernement avec qui? Avec les radicaux? Mais les radicaux, ils sont comme les radis dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, bon, voilà, donc compliqué. Puis il y a les différentes tendances. Alors Léon Blum, qui adore utiliser la jurisprudence institutionnelle, dit de toute façon, le gouvernement précédent sortant n'a pas fini son mandat. Donnons-nous un mois. Pendant un mois, il n'y a pas de gouvernement. Ou plus exactement, c'est le gouvernement précédent qui doit expédier les affaires courantes. Situation compliquée. Compliquée parce que Hitler en profite pour occuper la rive gauche du Rhin. C'est la remilitarisation de la Rhénanie. Il ne faut jamais oublier le poids toujours du militaire, de la guerre, de la situation internationale. Et le patronat, fidèle à ce qu'on pourrait appeler son éthique, en profite pour dire tiens, on pourrait essayer la répression contre les syndicalistes du Front populaire. Le 1er mai, il y avait eu grève entre les deux tours, et des militants syndicaux avaient manifesté, comme d'habitude, les plus courageux. C'était très difficile, parce que quand on entrait au travail le 2 mai, en général, il y avait le contremaître ou la direction qui appelait certains dirigeants syndicaux à passer directement au bureau pour aller vers la sortie. Hein. Et donc, début mai, il y a plusieurs usines où les dirigeants syndicaux sont licenciés. Et les grèves commencent comme ça. Ce qui n'était pas habituel va, là encore, surprendre tout le monde, y compris le patronat, il connaissait bien ses ouvriers jusqu'à un certain point et ses salariés. Les salariés vont se mettre en grève pour réclamer la réintégration des licenciés dans les usines de mécanique, dans les usines de l'aéronautique, notamment de Saint-Nazaire, des chantiers navals, les usines Renault ou les usines à Toulouse, etc. Dans quelques endroits où il y avait quand même de la syndicalisation clandestine. La plupart des syndiqués étaient clandestins, faut le savoir. Il n'y avait pas du tout de possibilité d'être reconnus comme syndicalistes dans l'entreprise. Sauf ceux qui étaient les leaders. Voilà. Et les grèves commencent comme ça. Et elles vont se généraliser. J'attire votre attention sur le fait que jamais le syndicat n'a appelé à la grève générale. Mais il y a eu généralisation des grèves, ce qui n'est pas la même chose. Alors, cette généralisation des grèves, elle va se faire de la manière suivante. En général, au bout de quelques jours, le patronat a compris que c'était quand même très grave. Pourquoi? Parce que quand même, vu la situation politique, la police et l'armée n'intervenaient pas. D'habitude, il y avait toujours les forces de l'ordre pour rétablir les prérogatives du patron quand elles étaient menacées. Vous voyez, faut jamais oublier cette affaire, de ce climat particulier. Et donc les ouvriers, une fois que la réintégration est faite, ils sont impatients des mesures sociales pour lesquelles ils ont voté lors des élections, que ça se réalise. Et ils vont faire grève sur le programme social pour lequel ils ont voté.
les 40 heures, la représentation des ouvriers, l'augmentation des salaires, et ils font leur cahier de revendications, et en plus ils occupent. Ils ne font pas que s'occuper, ils occupent. Ils occupent les établissements. Je dis ça parce que souvent, à des gens plus jeunes, ils sont étonnés, comme en 68. Ben non, c'est comme en 68, on a pris modèle sur 36. Sauf que en 36, l'occupation, il faut bien comprendre que c'est une occupation d'abord de l'établissement, qui est une manière de se prémunir contre la répression, pour ne pas se faire licencier, pour ne pas faire comme aux États-Unis. Aux États-Unis, avec la crise, il y avait eu cette méthode qui avait été popularisée, qui avait été le lock-out. Le patron ferme l'usine, licencie tout le monde, et après réembauche à ses conditions et à la tête du client, si j'ose dire. Et donc, très spontanément, très massivement, tous les établissements en grève, les employés, les salariés occupent. Et ce qui est la deuxième caractéristique, c'est que ce ne sont pas que des ouvriers. Ce ne sont pas que des ouvriers masculins français. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont dans la grève, et il y a beaucoup de femmes. Les femmes jouent un rôle essentiel dans ces grèves. Elles n'auraient pas eu lieu, ces grèves, elles n'auraient pas pris la forme qu'elles ont prise s'il n'y avait pas eu les femmes. Alors ces femmes, elles sont majoritaires dans certaines professions, certaines corporations, le textile, l'habillement, aussi l'alimentation, dans bien des endroits, le commerce. Et on voit des femmes employées du commerce, comme on disait, les demoiselles des Galeries Lafayette, qui avaient des voilettes et des gants, vous voyez, qui avaient un habit de travail un peu différent des ouvrières. Hein. Elles font grève aussi, elles occupent. Donc il y a quelque chose qui se passe, c'est que ce n'est pas une grève seulement ouvrière, masculine, mais une grève où les femmes participent, les ouvriers étrangers, mais aussi les employés du commerce et des banques. Et enfin les jeunes. La question des jeunes est très importante à cette époque, parce que souvent, des jeunes dans le travail. Vous savez qu'on commence à travailler à 13 ans, et que jusqu'à 21 ans, c'est l'âge, c'est la minorité. On n'est pas majeur. Et donc, dans les entreprises, il y avait le salaire des hommes, des femmes, des étrangers et des jeunes. Et les jeunes avaient droit, en général, à un salaire de moitié. Parce qu'ils étaient jeunes. Et parce qu'on calculait, en fait, le patron calculait le salaire sur la famille. Et il calculait en tenant compte, justement, que les jeunes rapportaient un peu d'argent à la famille, mais qu'ils étaient dans la famille, qu'ils n'avaient pas besoin de la justification, ils n'avaient pas besoin d'être payés comme un adulte indépendant. Et tout ça allait juste, évidemment, avec une sorte de provocation, puisque ces jeunes étaient utilisés dans des conditions de travail souvent très dures, pour des activités dangereuses, et beaucoup d'habiletés, qu'on reconnaissait absolument pas leurs compétences, etc. Bon, je développe pas cette histoire. Donc, une grève tout à fait atypique, qui va s'amplifier tout au cours du mois de mai. Début juin, le gouvernement, enfin, est constitué, et le premier acte du gouvernement, c'est de répondre aux demandes du patronat, mais aux demandes légitimes du patronat, le patronat demande, eh bien, que les grèves cessent. Et Léon Blum, de ce point de vue, dit « Je n'ai pas le pouvoir de faire cesser les grèves. Il faut qu'il y ait des négociations. » Et le patronat accepte ce que le syndicat, la CGT, demandait depuis plusieurs semaines, c'est des négociations. Oui, tout à l'heure tu parlais du dialogue, d'évocation du dialogue. C'est pas du dialogue là qu'il demande. Il demande une négociation avec le patronat. Localement, il y avait des patrons qui avaient commencé à négocier. Mais au niveau national, il n'y avait rien. Et il n'y avait jamais eu de négociation interprofessionnelle en France. Vous voyez la nouveauté? Eh bien, le 4 et le 5 juin, à l'hôtel Matignon, c'est-à-dire le lieu où il y avait le président du Conseil qui venait de s'installer à cette époque, vont se faire des rencontres qui vont durer presque 48 heures, entre une délégation de la CGT et une délégation de la Confédération du patronat de la production française, ça s'appelait comme ça. Et c'est de là que vont sortir un certain nombre de grandes mesures sociales prévues dans le programme et d'autres qui n'étaient pas prévues dans le programme.
Donc, d'accord, j'ai combien de minutes encore? Tu peux, ouais. Hein, j'ai encore un quart d'heure? Regarde les bouches bées. Non, mais encore un quart d'heure. Allez, non, mais un quart d'heure, pour qu'on puisse discuter, parce que, vous voyez, je suis schématique, hein, très très schématique. Mais enfin, j'essaye d'aller à l'essentiel, et en même temps d'essayer de rendre ça... Et voilà, écoutable, parce que pour ceux qui connaissent déjà et ceux qui découvrent. Et donc, dans les mesures nouvelles, qu'est-ce qu'il y a comme mesures nouvelles? Évidemment, les congés payés. Les congés payés ne sont pas prévus, mais il y a aussi, alors congés payés, ça veut dire être payé pour ne pas travailler. Dans la mentalité de l'époque, il faut bien que vous compreniez que quand on est payé à l'heure ou à la journée, moi j'ai interviewé il y a 30 ans, j'ai fait d'ailleurs des films qui seraient intéressants à montrer, avec des ouvrières qui étaient dans l'alimentation, dans la chimie. Elles y croyaient pas. Quand on leur a dit ça, elles y croyaient pas. Elles ont dit, avec son mari, elle me répète ça 20 fois dans l'interview, elle me dit, on est parti quelques jours pour voir que si c'était vraiment vrai que quand on viendrait, on pourrait être payé. Elles y croyaient pas, absolument pas, absolument pas. Et donc, autre aspect, c'est l'élection des représentants du personnel. Ça n'avait pas été prévu dans le programme, rien n'était prévu. Et là, la CGT va faire admettre que c'est l'ensemble des travailleurs qui vont élire leurs représentants. Oui, mais qui est-ce qu'il y avait dans l'ensemble des travailleurs? Il y avait des femmes, il y avait des étrangers, il y avait des jeunes. Et donc, pour les élections professionnelles, c'est l'ensemble du corps des travailleurs qui vont élire C'est pour ça que quand on me dit les femmes n'ont jamais eu l'occasion de voter avant 1945, quand le général de Gaulle a bien voulu leur donner le droit de vote, c'est une histoire un peu plus compliquée. Les femmes ont conquis d'une certaine façon pour la première fois le droit de vote dans les élections professionnelles d'entreprise lors des grèves. Et elles-mêmes ne le savent pas en général. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mesures? Il y a des mesures qui concernent le monde rural, qui sont importantes. Il y a une mesure qui va concerner, c'est pas dans les accords Matignon, c'est dans les lois, l'office du blé, la garantie du prix du blé pour les agriculteurs. Et dans le domaine des accords Matignon qui vont devenir ensuite des lois, il y a cette question des conventions collectives. On est obligé d'en prendre. Alors, en général, il y a un an ou deux, quand je parlais des accords Matignon, j'évoquais les conventions collectives, ça passait comme ça, personne ne faisait attention, même dans une assemblée plutôt intéressée par le Front populaire. Hein. Je ne parle pas d'une assemblée vendéenne ou de la Sarthe ou du 16e arrondissement de Paris. Non, mais pourquoi parce que les conventions collectives, ça apparaissait comme quelque chose de vieux et en même temps de naturel, etc. Or, en 1936, la question des conventions collectives va faire l'objet d'une véritable bataille, à la fois entre la CGT et le patronat, et ensuite à l'intérieur du patronat. Il y a une partie du patronat qui reprochera aux dirigeants patronaux d'avoir cédé sur cette affaire. Ils ont cédé sur quoi? Ils ont cédé sur le fait que les conditions de salaire, de travail, la durée du travail, les conditions d'embauche, aussi la grille, ce qu'on pourrait appeler la grille des salaires, tout ça, ne serait pas négocié entreprise par entreprise, mais serait négocié par branche. L'alimentation, le bâtiment, la chimie, etc. Et par branche entre le syndicat, la fédération syndicale et la fédération patronale homologue. Et que jamais dans une entreprise, les conditions de travail ne pourraient être inférieures à la convention collective ainsi négociée. Vous voyez ? Alors pourquoi c'est important ? Là, maintenant, c'est même plus la peine que je vous explique, parce que vous avez entendu parler du sujet il y a quelques mois, pendant quelques mois. Et ça reste un sujet non seulement de préoccupation, de mécontentement, et pour certains, à juste titre, d'action et de lutte encore. Mais les conventions collectives existaient. Vous savez, quand elles ont été inventées et imposées par le mouvement ouvrier en 1919, au temps de Clémenceau. Vous savez, Clémenceau, ce personnage qui est la référence de certains encore aujourd'hui, Clémenceau qui avait bien commencé et très mal fini. Et donc Clémenceau avait lâché du lest en 1919
les 8 heures de travail et les conventions collectives. Mais comme ça, sans mesure. Les patrons et les syndicats étaient invités à envisager conjointement dans des conventions collectives l'organisation des conditions de travail. Le résultat, c'est qu'il n'y avait aucune convention collective signée depuis 1919. Et donc, la question de l'obligation n'est pas un détail. C'est cette obligation qui va, en quelque sorte, changer tout. Pendant 2 ans, ça va faire l'objet d'affrontements dans les entreprises, dans des secteurs. Il y aura de nouvelles grèves après pour les réaliser. Je ne rentre pas dans le détail de l'histoire de ces conventions collectives. Mais c'est un élément très important. Donc, ce gouvernement, avec ces mesures qui ont été négociées, va les présenter, une fois qu'il est formé, au Parlement, enfin, à la Chambre des députés et au Sénat. La Chambre des députés, il y a une large majorité pour le Front populaire. Ils votent. Et le Sénat, il y a des radicaux de droite et puis la droite. Ils ont été élus 3 ans avant, 6 ans avant, 9 ans avant, selon le système par tiers du Sénat. Et ils votent. Pourquoi ils votent? Parce que le patronat a dit, et les milieux conservateurs ont dit, que l'essentiel pour l'heure, c'était de faire évacuer les usines. C'est tout à fait important de voir que les grèves continuent, même s'il n'y a pas très longtemps, le président de la République actuelle, ancien candidat, avait employé au printemps, avait trouvé une formule qui est empruntée à Maurice Thorez: il faut savoir terminer une grève. Je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase. Évidemment, pour ceux qui le savent, c'était la moitié de la phrase. C'est-à-dire qu'une phrase qui est coupée à moitié devient c'est une tricherie, c'est pas seulement une erreur, c'est un mensonge. Ah oui, parce qu'il avait été dit il faut savoir terminer une grève quand les revendications principales ont été satisfaites ou obtenues. Bon, ce qui faisait débat quand même, il faisait débat. Si vous avez envie, tout à l'heure, on parlera de ça. Fallait-il arrêter les grèves? Fallait-il les continuer? Comment les continuer? Etc. Toujours est-il que ces grèves ont continué dans beaucoup de régions de France encore dans tout le mois de juillet. Et donc cette pression a été extrêmement forte sur la droite, le Sénat et le patronat. Et toutes ces mesures sont passées. Et les mesures qui n'ont pas été présentées à ce moment-là, elles ne sont jamais repassées. Voilà. Alors, il y a eu des mesures économiques aussi, la nationalisation des industries d'armement, il y a eu la réforme de la Banque de France, mais tout ce qui était du côté de la réforme fiscale, de ce qui était le contrôle des changes, des moyens financiers, en fait, ça n'est pas passé à ce moment-là. Léon Blum et son gouvernement a considéré, il a dit aux communistes qu'il ne fallait pas exagérer. Et même les communistes avaient déposé des projets de loi, ils les ont retirés. Paul Vaillant-Couturier avait dit: nous n'avons pas de ministère, mais nous avons le ministère des masses. C'est vrai que le Parti communiste était sans doute la force la plus populaire, mais n'étant pas au gouvernement, ça n'a pas permis de faire aboutir ces mesures économiques qui, en plus, pour la population, paraissaient pas de première urgence. C'était les mesures sociales qui paraissaient de la première urgence, vous voyez, sur lesquelles il y avait mobilisation. Toujours est-il que le point, en quelque sorte, l'apogée du Front populaire, c'est ce moment-là, ce moment de juillet 36. Et comme souvent, l'inattendu arrive pour le meilleur, on l'a vu, mais aussi pour le moins bon. Le pire, peut-être pas, mais le moins bon. Les difficultés du Front populaire, elles démarrent très vite, dès l'été 36, et là, vous allez avoir droit à des moments plus difficiles, évidemment. Je suis désolé, mais vous connaissez quand même cette histoire, mais il faut l'analyser dans le détail. Enfin, le détail. 2 exemples. Il y a les capitaux et les capitalistes. Les patrons ont vraiment eu très chaud. Ils étaient très embêtés, très mécontents. Ils n'ont pas eu peur, mais ils ont été surpris. Et ils se ressaisissent. Et ils commencent à développer une campagne de peur, par contre, vers ce qu'on appelle le petit patronat, les possédants en France, ceux qu'on appelait les rentiers, etc. Dans l'été 36 se développe un mouvement qui n'est pas spontané, qui est bien organisé, de fuite des capitaux. Fuite des capitaux à une époque où c'était plus difficile de faire fuir les capitaux qu'aujourd'hui. Alors il fallait des valises, de billets, des lingots d'or, passer la frontière, etc. Et avoir un point de chute proche.
Un point de chute qui ne soit pas un point de chute où on ait besoin de prendre le bateau, l'avion, prenez pas l'avion, vous voyez, mais donc le bateau c'est loin, c'est long, etc. Et donc la Suisse, pour la première fois, la Suisse va mettre à disposition de la bourgeoisie française ses meilleurs, le fleuron de ses établissements financiers. Et les Suisses, non mais je le dis en rigolant parce que c'est vraiment sinistre, hein, ils inventent le secret bancaire. L'invention du secret bancaire des banques suisses, c'est l'été 36, pour les Français. Hein, c'est pour les Français. Et donc après, ils ont largement ouvert disons leur capacité d'accueil. Hein. Oui, et la boucle est bouclée quand aujourd'hui on apprend qu'un ancien ministre qui a lui-même avait ses comptes en Suisse a été et qui se réclame de la tradition du socialisme. Hein. Là encore, un phénomène inattendu. Toujours est-il que ça c'est un élément qui, là je le dis sérieusement, a des effets économiques graves. Parce que sur la balance des paiements de la France, ce déficit, ce mouvement des capitaux va se combiner avec une spéculation contre le franc. Et dès le mois de septembre, le gouvernement français va considérer, avec le gouverneur de la Banque de France qu'il a nommé, qu'il est obligé d'envisager une dévaluation du franc. Donc, 3 mois après les mesures économiques et sociales favorables aux salariés, dévaluation de 15% du franc. Et donc, la baisse du franc, évidemment, est présentée comme inéluctable, vu l'affaiblissement de la balance des comptes et des problèmes commerciaux, mais en même temps a des effets de renchérissement du niveau des prix, et donc les syndicats protestent, le Parti communiste proteste, et pourtant il s'abstient lorsqu'on vote la dévaluation parce qu'il y a l'alliance du Front populaire. Alors ça c'est grave, mais il y a plus grave. Vous le savez, puisque vous avez une séance consacrée à cela, c'est la question espagnole. La question espagnole, c'est pas secondaire pour le Front populaire en France, c'est essentiel. C'est essentiel. Alors vous avez entendu, et plus que entendu parler, vous avez revu cette question, mais le Front populaire, il existait en France, mais il existait en Espagne. Et le Front populaire avait gagné, sous des formes différentes, les élections en janvier 1936 en Espagne. Et l'Espagne, c'était un pays, du point de vue politique, qui était un pays sous l'influence positive de la France. La République espagnole, très jeune, moins de 5 ans, c'est en 1931 que la République en Espagne a été instaurée. Le modèle républicain était largement inspiré du modèle républicain français. Et cette République, en plus, qui était ballottée entre des conservateurs et des progressistes, elle avait été déjà menacée par des opérations militaires contre le mouvement ouvrier en 1934 dans les Asturies, et elle avait passé, cette République, des accords avec la République française, des accords diplomatiques, mais des accords militaires aussi. Et il y avait une proximité idéologique. Le 18 juillet 1936, vous savez ce qui se passe. C'est pas n'importe quoi. C'est une rébellion, non pas comme on dit de l'armée du Maroc, c'est toute l'armée espagnole, c'est toute l'armée de métier espagnole qui bascule dans le coup d'État contre le gouvernement légitime. Mais le gouvernement dit civil. Et qu'est-ce qu'il réclame? La restauration de la monarchie, le rétablissement de l'ordre, l'abolition des mesures, les premières mesures du Front populaire espagnol qui étaient bien timides, hein, eu égard à ce qui se passait en France. C'était bien timide. Et évidemment, le gouvernement espagnol se tourne vers qui? Naturellement vers le gouvernement français, dont la proximité géographique et idéologique faisait qu'il ne doutait pas qu'il y aurait une aide, et une aide urgente, parce que pour la première fois en Espagne, on ne va pas entrer dans l'histoire espagnole, mais un gouvernement civil résiste. Un gouvernement civil résiste à l'armée, et il distribue des armes aux civils. Mais vous savez, les civils, vous, moi, peut-être, certains ont une grande expérience militaire, mais quand vous n'avez pas d'expérience militaire, eh bien vous avez un fusil dans les mains, vous ne savez pas trop quoi en faire. Et une armée, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain, même une armée démocratique et une armée avec des civils. Donc l'aide était urgente, y compris pour l'aide à former la nouvelle armée républicaine.
Et de même que Léon Blum avait attendu un mois pour former le gouvernement, là il attend pour donner sa réponse. Puisque dès la troisième semaine de juillet, il y a des marches des dirigeants espagnols, et à la fin du mois d'août, alors même que les troupes de Franco avancent dans toute l'Espagne, avancent vers le nord, vers le Pays Basque, avancent vers Madrid, ont pris une partie de l'Andalousie, eh bien le gouvernement français réfléchit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, il y a, pour comprendre ça, il y a, parce qu'il faut, oui, je dis deux mots quand même encore. Le ministre des Affaires étrangères, c'est un radical, Yvon Delbos. Il faut se souvenir aussi des gens qui ont leur part de responsabilité dans tous ces événements. Et donc, Delbos, comme le Parti radical, aucune intervention en Espagne, parce que l'Espagne, c'est l'Espagne rouge, républicaine, mais qui, comme les Anglais le disent, comme Winston Churchill, encore voilà une personnalité dont le prestige est surfait, à mon avis, il y a eu plusieurs époques. Oui. Bon. L'époque dont nous parlons, c'est l'époque d'un réactionnaire conservateur qui est absolument obsédé par la République en Espagne. Et il veut la restauration d'un gouvernement conservateur et monarchiste en Espagne pour défendre les intérêts anglais, non seulement à Gibraltar, mais dans toute la Méditerranée. Et donc, ils font pression sur le gouvernement français. Et quant à Léon Blum, lui, il s'appuie sur le pacifisme. Le pacifisme. Et il ne faut pas sous-estimer le pacifisme, qui est profond dans une partie de la population française. Plus jamais la guerre, la der des der, ce mouvement pacifiste très profond. Et Léon Blum considère que, d'une certaine manière, il faut défendre la paix en n'intervenant pas en Espagne, alors qu'il y a déjà la guerre. Ah oui, vous voyez, d'aujourd'hui, c'est toujours facile de voir qui a eu raison et qui a compris la situation. Alors Léon Blum, il est comme toujours tiraillé, il est humainement, c'est un personnage qui est sensible et qui est intelligent, mais qui peut arriver à des choix qui sont des choix dramatiques. Alors le choix dramatique, c'est l'idée, la politique dite de la non-intervention. Et donc, avec une initiative française qui, au point de vue diplomatique, est une usine, aujourd'hui on emploie ce terme, on n'employait pas une usine à gaz, un truc improbable, la France va déployer des trésors de diplomatie pour obtenir de tous les pays d'Europe, et notamment l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, l'engagement de ne pas intervenir en Espagne alors qu'ils ont déjà commencé à intervenir. Voilà. Et la France prend l'engagement, en tout cas, de montrer l'exemple. Et l'Allemagne signe. L'Allemagne signe les accords. Il y a plusieurs conférences pour mettre en place la non-intervention. Alors évidemment, ça a des effets sur le Front populaire en France, puisque les forces du Front populaire se divisent. Il y a une partie du Front populaire qui n'accepte pas ça, et qui, au contraire, veut organiser le soutien. Il y a des volontaires qui partent pour combattre en Espagne. Comme on avait combattu pour la liberté de la Grèce au XIXe siècle, on va combattre pour la liberté de l'Espagne, parce que la cause espagnole apparaît comme une cause qui n'est pas seulement l'affaire uniquement des Espagnols, mais une cause qui a une dimension internationale. Je ne rentre pas dans l'histoire des brigades internationales et des volontaires. Il y en a à peu près 40 000 qui sont partis de France en deux vagues, la principale à l'automne 36 et encore dans le printemps 37. Ces volontaires ont joué un rôle fondamental. Ils ont empêché l'écroulement de Madrid. Et il y en a la moitié qui sont morts au combat. Ils sont morts au combat, on voit bien pourquoi. Les Espagnols ont demandé qu'ils soient intégrés dans l'armée républicaine tout de suite, Et les Espagnols n'ont pas été toujours très 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 excités pour les accueillir. C'est Hongrois, c'est Italiens, c'est Français qui venaient se battre, mais ils les ont acceptés parce qu'ils se battaient bien. Et ils se battaient parfois à la place des Espagnols, qui ne savaient pas. Les civils espagnols, il y a eu des milices, mais enfin, c'est compliqué cette histoire. Toujours est-il que le Front populaire est miné par ça. En décembre 36, il y a le débat à la Chambre des députés. Gabriel Péry dénonce la honte de l'intervention, et le Parti communiste va encore s'abstenir pour demander qu'on soutienne le volontariat, parce que autrement c'est la rupture du Front populaire.
Vous voyez, à la Chambre des députés, vous voyez, mais il y a un ressort qui est cassé. Et le troisième ressort qui est cassé, c'est quand le chef de gouvernement de l'époque, Léon Blum, demande aux travailleurs, au monde syndical, quelque chose, et il leur annonce surtout la pause. C'est fini les réformes. On ne peut plus aller plus loin, on n'a plus les moyens. C'est ce qu'on a appelé la pause. Alors certains se souviennent aussi d'un ministre des Affaires des Finances en France qui avait aussi annoncé la pause. Et lui-même faisait référence à ça. Hein. Je pense à, comment il s'appelait ? Delors. C'est ça. Delors. Il faisait référence à la pause de Léon Blum. Et il s'appuyait sur la référence de Léon Blum pour la justifier en 82. Tu connais du monde. Je connais du monde, oui. Et donc, dans ce contexte-là, vous voyez, le Front populaire continue les mesures sociales positives, les mesures pour la culture, pour les vacances, toute une série de combats continuent, mais en même temps, d'une certaine façon, la dynamique du Front populaire est affaiblie, et ça se termine en juin 1937 par un épisode qui est mal connu, c'est le départ de Léon Blum, la démission de Léon Blum. Hein, souvent, on sait quand il arrive au pouvoir, on ne sait jamais quand il part. Et donc, sa démission, c'est quand il est mis en minorité par le Sénat. Quelle surprise, par le Sénat, parce que enfin il propose des mesures financières, la réforme fiscale et des mesures financières contre la fuite des capitaux. Et là il dit, et là il y a un grand débat à gauche, grand débat, faut-il tenir compte de l'avis du Sénat alors que la Chambre des députés a donné une large majorité au gouvernement et que le Sénat a été élu plusieurs années avant, et que dans la Constitution, il n'est pas dit que c'est la souveraineté de la nation qui est incarnée par le Sénat. Grand débat, toujours est-il qu'il est tranché très vite, puisqu'à ce moment-là, Blum démissionne. Et qui est-ce qui revient au gouvernement dans les conditions politiques de l'époque? Eh bien, les radicaux qui ont été battus, qui ont perdu une grande partie de leur influence en 1936, reprennent la direction du gouvernement pendant un an, de 1937 à 1938. L'affaire se conclut, là vous voyez, si vous voulez en savoir plus dans la discussion ou dans le bouquin, mais l'affaire se conclut sous l'égide d'un personnage qui, dans la mémoire française, a ensuite eu une réputation très entachée, à juste titre, c'est Édouard Daladier. Édouard Daladier, le deuxième Édouard du Parti radical, qui s'était présenté comme quelqu'un de dynamique, favorable au Front populaire, arrive au gouvernement au printemps 1938, et là il va, en quelque sorte, je sais pas, on peut pas employer des mots, les mots, le forfaiture de trahison, c'est quand même un peu gros, mais des mots on pourrait trouver des mots assez forts, parce que il va utiliser la menace hitlérienne pour des besoins intérieurs contre le mouvement ouvrier, et face à Hitler, il va entièrement céder aux prétentions hitlériennes. Alors sur le dos du peuple tchèque, puisque c'est les accords de Munich, vous savez, à l'automne 1938, les accords de Munich, la France abandonne son allié, la seule vraie démocratie de l'Europe centrale, et ses lignes de défense qui sont livrées à l'Allemagne, parce que Hitler utilise les minorités allemandes de Tchécoslovaquie pour réclamer ses territoires. Et d'autre part, dans cette conférence à Munich, les soviétiques, qui sont les alliés diplomatiques de la France, n'ont même pas été invités. Ils n'ont pas été invités, donc ils sont tenus à l'écart. Donc vous voyez, Léon Blum, Daladier et le ministre anglais Chamberlain annoncent à l'Europe stupéfaite que la paix est garantie pour 1000 ans. D'ailleurs, Hitler a dit que c'était vrai. Et non, mais je vous jure, vous prenez les actualités de l'époque, alors on dit Monsieur Hitler, ou le chancelier Hitler, nous a confirmé, comme nous le pensons, qu'ainsi nous avons garanti la paix très durablement, et nous espérons pour des siècles et des siècles. Et en France, le Front populaire se déchire là-dessus. Les communistes votent contre. Encore Gabriel Péry, qui est vraiment la bête noire du gouvernement et de tous ces gouvernements. On comprend pourquoi il sera comme otage, assassiné de façon pas seulement symbolique, mais c'est vraiment quelqu'un qu'en 1941 on voudra assassiner pour terroriser la population française qui résiste. Eh bien, en tout cas, le Front populaire déjà est très affaibli par Munich. Puis deuxièmement,
le gouvernement Daladier appelle comme ministre des Finances quelqu'un qui se donne comme objectif d'en finir avec la semaine des 4 jeudis, d'en finir avec les 40 heures, au nom de la guerre, d'en finir avec et de revenir aux 48 heures. Évidemment, quand vous entendez 48 heures, ça vous dit quelque chose. Et bien, voilà, oui, bien sûr, mais c'est vrai. Et donc, d'en finir aussi avec les conventions collectives obligatoires. C'est les deux. Hein, voilà. Et donc, la CGT réagit très violemment, durement, en disant c'est une menace, il faut riposter, on ne peut pas laisser faire. Elle appelle à la grève générale. Mais appeler à la grève générale, c'est pas la même chose que généraliser des grèves. C'est dangereux, c'est risqué, surtout quand on prévient. L'État, la police, le patronat, hein, ils prennent des mesures. Et quand en plus dans la CGT il y a des divisions, parce qu'une partie dans la CGT, dans le mouvement syndical, étaient des pacifistes qui considéraient que Munich, avant tout, justifiait le reste. Et il y avait des syndicalistes pour le penser, hein, dans le mouvement ouvrier. Et le syndicat des instituteurs était en pointe là-dedans. Le syndicat des instituteurs qui était dans la CGT. Hein. Et donc, le 30 novembre 38, c'est cette grève générale qui est réprimée très violemment, qui n'est pas si générale que ça, qui est très dure, et qui va aboutir à la chasse aux sorcières dans les entreprises. Des milliers de syndicalistes vont être licenciés au nom de la défense de la sécurité intérieure, des décisions qui avaient été prises par le gouvernement du fait de la situation internationale. Vous voyez toute l'ambiguïté du jeu sur la situation internationale. Et au même moment, pour terminer, parce que c'est tragique, c'est la fin du Front populaire, au même moment, on ouvre les camps d'internement pour les réfugiés étrangers, au prétexte que ces réfugiés étrangers portent atteinte à la sécurité intérieure, notamment les antifascistes allemands, parce qu'ils sont allemands, hein, d'accord, et les Espagnols, parce qu'ils viennent d'un pays en guerre civile, et que les républicains espagnols, on doit les interner avant d'envisager leur sort. Et donc ça, c'est un décret de novembre 38 du gouvernement Daladier sur l'internement administratif sans jugement des étrangers suspects de porter atteinte à la sécurité intérieure. Alors vous voyez comment la dégradation du Front populaire est rapide. Alors, désillusion, oui, il y a une forte désillusion. Il y a une forte crise morale, politique, à l'intérieur du mouvement syndical, des tensions dans les municipalités. Il ne faut absolument pas croire que ça se passait bien. Et la guerre arrive là-dessus, l'année suivante, et donc la drôle de guerre. Vous voyez donc la drôle de guerre avec la suspicion. Les communistes qui avaient été accusés de vouloir la guerre au temps de Munich sont accusés désormais de pas vouloir la guerre parce qu'ils soutiennent le pacte germano-soviétique qui eux-mêmes les a surpris, pour le moins. Donc vous allez me dire, mais alors il reste rien du Front populaire. Ben il aurait pu ne rien ou pas rester grand-chose. Mais il se trouve que l'expérience du Front populaire a été vraiment la matrice, l'expérience de ceux qui sont entrés dans la résistance. Un très grand nombre. Et que dans la résistance, la réflexion très vite, c'est de tirer les leçons du Front populaire. Tirer les leçons en plein de domaines, sur les banques, sur les nationalisations, sur les mesures sociales, sur la retraite, sur la sécurité sociale, etc. Et que le programme du CNR, le programme du Conseil national de la résistance, il est élaboré en 1943, signé début 1944. Vous voyez, on est à 4 ans, 5 ans d'écart. Tout ça, c'est la même génération. Et si vous voulez comprendre pourquoi finalement le Front populaire retrouve une nouvelle jeunesse, est évoqué en permanence, c'est parce que ça se fait à travers la résistance et la libération. C'est l'engagement dans la résistance qui redonne au Front populaire toute son importance comme une sorte de point de référence à la fois positif et point de référence dont il faut tenir compte dans les leçons qu'il y a à tirer. Alors toutes les leçons n'ont sans doute pas été tirées, parce que dans le programme du CNR, il y a des blancs, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des compromis, etc. Mais enfin, c'est ça sans doute qui explique que dans la France de la libération, on considère qu'on reprend ce qui a été interrompu après le Front populaire et qu'on va le faire mieux qu'au moment du Front populaire. Et le Front populaire reste à partir de ce moment-là une référence permanente durable en tout cas, pour la gauche, le monde ouvrier,
jusqu'en 68, jusque dans les années 70 au moins. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais pourquoi pas le revisiter de temps en temps, comme on l'a fait ce soir, trop longuement, mais enfin bon. Merci. Merci. On t'arrête. Vous n'avez pas vu l'heure, hein? C'est l'ovation. Hein. Oui, Non, mais j'allais t'arrêter. Tu t'es arrêté juste au moment. Donc, il y a certainement des questions dans la salle. Moi, la première question que tu as glissé dessus, quand tu as parlé de 34, est-ce que la droite avait préparé un coup d'État, oui ou non? Parce que les historiens sont partagés là-dessus. Ils sont partagés à juste titre, parce que ça dépend ce qu'on entend par coup d'État. Je pense que les formes parlementaires sont à peu près préservées, mais il se trouve que le gouvernement radical, dont j'ai pas dénoncé le président à ce moment-là du Conseil, Daladier déjà lui, démissionne de lui-même. Il démissionne alors qu'il demandait l'investiture au Parlement le 6 février 34. Et donc, dans le même moment où il y a l'extrême droite qui manifeste, il y a plusieurs morts dans la rue, et manifeste, les partis de droite et le parti radical s'entendent dès le 7 février au matin. Dès le 7 février au matin, ils annoncent la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale. Donc, il y a préméditation. Il y a un coup politique qui est organisé par la droite et l'extrême droite. En maintenant les formes, on va chercher un ancien président de la République et on trouve une majorité qui a basculé à la Chambre des députés, puisqu'une partie de la gauche est partie avec la droite. Donc les apparences sont maintenues. Mais pour les contemporains, c'est un coup de force fasciste. Alors il y a des historiens qui disent c'est pas comme en Allemagne, c'est pas comme en Italie. Ben oui, c'est pas comme en Allemagne, c'est pas comme en Italie. On était en France, mais la dynamique qui s'engageait là était une dynamique lourde il y avait la réforme de l'État dans le programme. Réforme de l'État. Je vous ai fait rigoler en parlant des fonctionnaires, diminuer le nombre des fonctionnaires, mais il y avait des choses qui étaient gouvernées par, alors ça va vous faire sourire peut-être, par décret-loi. Par décret-loi. On met le Parlement en vacances et on gouverne par décret-loi. Vous voyez? Et donc, toute une série de dispositions qui, si elles s'étaient mises en œuvre facilement, sans riposte populaire, sans riposte massive, auraient pu déboucher et devaient déboucher sur un régime autoritaire appuyé sur des milices d'extrême droite et une alliance droite et extrême droite. Ce qui s'était passé en Allemagne. Après la dynamique de ça, on ne peut pas le préjuger, puisqu'il y a eu coup d'arrêt. Il y a eu 2 coups d'arrêt en France au fascisme. Le fascisme a été vaincu en France dans ces années-là. Il a été vaincu en février 34 et dans les mois qui ont suivi, et puis par la victoire électorale du Front populaire. Il n'a pu vaincre que grâce à la divine surprise dont Maurras se félicite avec Pétain et d'autres, c'est la défaite de la République associée à la défaite militaire. Et donc la collaboration, la révolution nationale, et là c'est la victoire de ces forces fascistes. Et on a vu ce qu'elles voulaient mettre en œuvre. Elles avaient leur programme, elles étaient prêtes. Il y avait des clandestins, il y avait des illégaux dans l'armée, des mouvements comme la Cagoule, qui, à partir de 1937, organisent des attentats, tuent un certain nombre d'antifascistes étrangers, en France, notamment les Italiens, pour créer des effets à la fois de panique, mettre en cause la République et le gouvernement. Donc il ne faut pas sous-estimer la menace de l'extrême droite et du fascisme, même si heureusement on ne l'a pas vu à l'œuvre, et donc après on peut dire peut-être vous exagérez. Voilà, des questions maintenant, on vous attend. Quand on parlait de répression tout à l'heure en 1938, il faut savoir que même les enseignants sont payés. Marguerite Flavien-Buffard, qui était professeure de philosophie à Caen, a été déplacée à Colmar. Après, elle est revenue à Troyes. Des questions. Il faut que le doigt se lève pour que la question tienne. Si, quand même. Une question, quand même. Une question. Et c'est Serge qui vous...
propos de votre introduction. Vous disiez qu'on ne parlait pas du Fonds populaire à l'enseignement de son élève. Quand j'étais prof il y a longtemps, Oui. au lycée Maurice-Champagne, je vous assure que je parlais du Fonds populaire. Formidable. Moi aussi, il y a fort longtemps, au lycée de garçons, je parlais du Front populaire. Mais c'était dans les indications de programme, c'était pas majeur, quoi. Mais on avait la liberté, on pouvait le faire, on pouvait largement le faire. C'est pour ça que c'est une responsabilité partagée, je crois. Vous avez raison. Voilà. Non, mais aujourd'hui aussi, on a la possibilité. Souvent, j'entends des parents ou des jeunes qui disent « Oh, les profs nous en parlent pas beaucoup, ils peuvent pas. » Ils peuvent. En fait, je parlais pour aujourd'hui, mais en évoquant le passé. Oui, il y a une idée qui a été répandue après le Front populaire, c'est que le Front populaire a été considéré comme responsable de la défaite de 40. Et ça, il serait bon de le préciser quand même, parce que c'est pas vrai. Mais c'est une question majeure. Hein. Vous voyez, je l'ai pas évoqué. Et alors, on a fait mieux que ça. Le premier discours de Pétain, le 17 juin, Pétain rend responsable le peuple français de la défaite. L'armée n'y est pour rien, hein, surtout pas. Et deuxièmement, la perte du goût du travail. La perte du goût du travail, c'est dit tout de suite. Et il dit, Français, vous avez la mémoire courte, vous ne savez plus travailler. Il faut restaurer les valeurs du travail. Et la mise en cause est explicite. On va mettre en cause, évidemment, les 40 heures, mais on va mettre en cause la politique de défense nationale, sous-entendu que les ouvriers, le monde du travail, n'a pas fait les efforts qui convenaient pour réarmer la France. Or, c'est exactement le contraire. Les travaux de recherche montrent aujourd'hui, établissent de façon vraiment ferme et j'allais dire définitive, que l'effort du Front populaire, du point de vue financier et budgétaire, concernant le budget notamment des armements, de l'aviation, dont Pierre Cotte était le ministre de l'air, des blindés, de l'artillerie, ce plan de développement de l'armement s'est maintenu de façon prioritaire et que la nationalisation des industries d'armement, et notamment de l'aviation, a permis de mobiliser les énergies de telle sorte qu'en 1940, si vous prenez l'ensemble des blindés français, il y a autant de blindés en France que dans l'armée allemande. Et que la qualité même de ces blindés est d'une qualité largement homologue. Que si l'on prend l'aviation n'est pas désuète, elle a peut-être un nombre un peu inférieur, avec l'aviation anglaise, elle est largement au niveau. Mais c'est l'utilisation de cet armement qu'il faut mettre en cause. Alors, bon, je ne développe pas, mais je vais tout à fait dans votre sens. Deuxièmement, il faut savoir aussi que Pétain va tenter de faire un procès au Front populaire, puisqu'on va organiser le procès de Riom, dans lequel les anciens ministres du Front populaire, certains sont accusés justement d'avoir contribué à la défaite. Deuxièmement, on va imputer aux syndicats et au Parti communiste, qui lui est interdit dès septembre 39. Quant à la CGT, en tant que telle, elle est dissoute, et vous savez que, enfin non, vous savez peut-être pas que le ministre du Travail de Pétain, c'est René Belin, qui était le représentant de cette tendance dont je vous ai parlé en 38, la tendance dite syndicat, hein, et pacifiste munichoise, qui va devenir le ministre du Travail, avec un projet qu'ils n'arriveront jamais à mettre en place en France, un projet de collaboration organisée dans des corporations pour lequel il y aura des syndicalistes qui s'y prêteront, mais dans l'ensemble, ça ne fonctionnera pas parce que dès ce moment-là, le syndicalisme clandestinement se réorganise ou s'organise. Toujours est-il que après-guerre, cette présentation a continué
et notamment autour de la réduction de la durée du travail. Et c'est collé avec un autre phénomène, c'est est-ce que le Front populaire, les 40 heures ont été une réussite ou un désastre économique? Parce que vous voyez que ça a à voir avec les problèmes de la durée du travail aujourd'hui. C'était un grand débat dans les années 60, 70, lorsque le mouvement syndical réclamait la diminution de la durée du travail. Et à l'époque, dans la France des années 60, vous savez qu'en principe, il y avait les 40 heures, mais que dans la pratique, la durée du travail était bien plus importante. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la durée du Front populaire, les conditions dans lesquelles l'économie se développe dans l'été 36 jusqu'à l'été 38, vous voyez, ne permettent pas vraiment de mesurer ce qu'a été l'effet positif, social et économique des 40 heures. D'une part, une partie du patronat a saboté l'affaire. C'est-à-dire qu'ils ont refusé d'appliquer les 40 heures, ils ont traîné les pieds dans les conventions collectives, ils ont licencié plutôt que d'embaucher, ils ont refusé d'embaucher pour appliquer les 40 heures, et d'autre part, dès 1938, il y a la mise en place des exceptions aux 40 heures. Donc, c'est très difficile de dire les choses. Ce qu'on peut dire, c'est que les mesures sociales, par contre, du Front populaire, l'ensemble des mesures économiques et sociales ont eu un effet très important sur ce qu'on pourrait appeler la société française, immédiatement, en termes de consommation, en termes de mode de vie. Les gens s'en sont emparés. Mais au-delà, le poids de la guerre, du réarmement, de tout ce qu'on a dit, faut que c'est même du point de vue économique qu'on ne peut pas raisonner sur l'effet des 40 heures sur l'économie française dans cette durée. Par contre, on sait que ça va devenir une référence, mais c'est la même chose à la Libération. Quand il s'agit de reconstruire le pays, tout le monde est d'accord pour faire en sorte que les 40 heures restent la référence, mais d'accepter de travailler plus avec des régimes d'heures supplémentaires qui sont d'ailleurs variables. Et quand le syndicat, le parti communiste en 1945 dit il faut se retrousser les manches pour produire, il y a des sacrifices qui sont vraiment faits par le monde du travail à ce moment-là. Je termine sur ces 40 heures, c'est important de dire qu'il y avait dans la CGT réformiste confédérée pas mal d'illusions sur les 40 heures. L'idée que les 40 heures à soi seul, ça serait un moyen de relancer toute la dynamique de la consommation, des loisirs, du travail, etc. Alors qu'il y avait un grand débat sur les autres mesures économiques et financières à prendre conjointement. Et comme on n'a pas eu ces mesures financières, à la Libération, on dit si on ne nationalise pas les banques, les assurances, on ne pourra jamais utiliser les capitaux et les profits pour les obliger à les amener à s'investir dans la production. C'est une question qui demeure encore, on va dire, oui, qui garde une certaine actualité, quoi. Alors, encore une petite. Une petite et après. Une petite et après. Après, je vous montre deux choses pour aller voir des films et les archives pour continuer après, si vous voulez. Y aller en allant librement sur Internet, puisqu'on vient de les mettre. Vous pourrez continuer à voir des choses intéressantes sur le Front populaire. Une question, vous avez parlé du pacte germano-soviétique, ce qu'il était, mais est-ce qu'on peut dire que le Front populaire a fortement critiqué l'erreur stratégique qu'était la ligne Maginot? Belle question, belle question. Là, c'est un cadeau, là, c'est un super cadeau. C'est un super cadeau parce que je dois toujours faire court. Et vous voyez, la question qui m'est posée est une belle question, mais qui touche à tout ce qui est l'histoire politico-militaire des années 30. Et l'attitude à la fois du Parti communiste par rapport à la politique militaire de l'État français, la ligne Maginot, la politique de l'URSS, de l'Union soviétique à l'égard de la France et de l'Allemagne, le pacte germano-soviétique, et après, dans quelle situation se trouvent les communistes français en 1939 quand ils sont interdits au nom de tout ça, pour aller vite.
Alors, trois choses. Maginot, on ne devrait pas se souvenir de son nom. Hein. Il ne le mérite pas. Mais d'une certaine manière, il le mérite en tant que ministre de la guerre qui a été en quelque sorte célébré par le bâtiment et les travaux publics français. Parce qu'il a fait vivre des entreprises de bâtiments, de béton, d'une façon formidable. Il a rempli les poches d'une partie des banques d'affaires qui ont été associées à l'opération de construction de la ligne Maginot. Il est ministre de Poincaré, Maginot. C'est au moment où la droite revient au pouvoir, en 28. Hein, on fait le franc Poincaré. Et grand programme, on rassure les capitaux, etc. Et on dit on va vous donner un débouché qui est en même temps un débouché rassurant, la ligne Maginot. La construction d'une ligne de défense exceptionnelle, ça représente un budget considérable. On ne va pas rentrer dans la liste économique de ça. Et ça continue jusqu'en 1934. La ligne Maginot, c'est très long à construire. Et vous savez qu'elle est très longue à construire et en même temps, elle va justifier une politique militaire qui est une politique militaire statique de l'armée française, de l'état-major, qui considère que puisqu'il y a la ligne Maginot, il n'y a pas besoin que l'armée française prenne des dispositions pour s'inquiéter à l'égard de ce qui est à ses frontières, puisque ses frontières sont garanties. Je vais vite, mais vous voyez, c'est en même temps, c'est le même moment où les troupes françaises abandonnent prématurément l'Allemagne, puisque dans les traités, il était prévu que les troupes françaises devaient rester en Rhénanie, sur la rive gauche du Rhin, jusqu'en 1935. Hein, et ils partent dès 1932. Et donc, ça c'est un point. Les communistes, les socialistes d'ailleurs, les syndicats dénoncent la ligne Maginot pendant des années et des années, dénoncent ce militarisme qui fait des affaires, et une armée qui est une armée tournée vers l'intérieur, vers les colonies, vers le maintien de l'ordre, et qui n'a aucune raison d'être. On dénonce ça. Tout change avec le Front populaire. Ah, il faut le dire aussi, j'en ai pas parlé. L'alliance avec l'Union soviétique, l'idée qu'il faut mener la guerre contre le nazisme, contre le fascisme italien, fait que la politique du Front populaire, alors communiste, socialiste, c'est pas la même chose, mais change, évolue, et de sorte que l'idée qu'il faut non seulement défendre l'armée si elle est antifasciste, mais que cette armée devienne une armée au service du peuple antifasciste, cette armée, cette conception est telle qu'en 1939, les communistes, vous voyez, je fais des raccourcis, les communistes votent les pleins pouvoirs, les pleins pouvoirs financiers pour la guerre, le 1er septembre 1939, que le secrétaire du Parti communiste est mobilisé et part rejoindre son régiment, sa garnison dans le Nord, etc. Et sur ce, en même temps que tout ça se passe, l'URSS, après les événements de Munich dont je vous ai parlé, après cette situation diplomatique, mais à la manière de Staline, sans prévenir quiconque, et surtout pas les autres partis communistes, même pas l'internationale communiste, ils signent le pacte germano-soviétique, qui est un pacte dans lequel il est dit que c'est un pacte non pas d'alliance, mais de non-agression des deux pays, mais il y a des clauses secrètes qui sont quand même, qui vont un peu plus loin, notamment concernant la Pologne et les pays baltes. En tout cas, les partis communistes sont avertis après coup que ce pacte est un pacte qui signifie la fin de l'époque du Front populaire. Puisqu'on reste dans notre sujet. Aujourd'hui, et vous pourrez regarder les archives si ça vous intéresse, vous pourrez voir cela, l'internationale communiste envoie à Maurice Thorez et aux dirigeants communistes français l'idée que désormais il ne faut plus raisonner en termes de Front populaire. Un des dirigeants français qui est à l'international et qui avait toujours été un peu réticent, faut bien dire, il s'appelait André Marty. André Marty fait un grand discours pour dire que les illusions du Front populaire, maintenant, c'est fini. Voilà. Donc il y a une vraie rupture quand même tactique. Est-ce que la plupart des militants, pour eux, ça leur est passé non seulement au-dessus de la tête, mais ils n'ont pas vraiment assimilé ça. Pourquoi ? Parce que le Parti communiste a été interdit. Il n'y a plus de vie politique des syndicats, des partis, ni du syndicat. Et que, en plus, le gouvernement déclare la guerre et ne la fait pas. La drôle de guerre.
Voyez. Donc, beaucoup de perplexité. La politique du pacte germano-soviétique est pas comprise du tout. Mais en même temps, la politique du gouvernement français, de Daladier et de Paul Reynaud, qui annoncent la guerre et qui la font pas, n'est absolument pas comprise par l'opinion. Et donc, c'est dans cette situation que, disons, la référence au Front populaire, on peut dire qu'elle est disparue à ce moment-là. Et, comme l'histoire nous réserve des sursauts inattendus, eh bien, quelques années plus tard, les choses changent. Et les choses changent parce que, je dirais quand même que dans l'esprit de résistance, il y a l'antifascisme en France. C'est pas seulement la résistance nationale. Et donc l'antifascisme va se développer à la fois contre le régime de Vichy et contre les Allemands. C'est tout à fait important de bien comprendre la combinaison des deux. Non sans difficulté, là j'ai un spécialiste à côté de moi qui pourrait vous en raconter beaucoup plus. Non, mais j'ai essayé de vous répondre. Tu termines bien, c'est bien. Je sais y faire quand même. Bon, on va arrêter. Ceux qui sont intéressés par les archives... Alors, je vous montre deux choses. La plupart d'entre vous, vous connaissez l'usage d'Internet maintenant, même si vous n'êtes pas des fanatiques de cet usage. C'est très simple. Il y a sur un site qui s'appelle Ciné-Archives, les films du Front populaire. Et vous pouvez... Alors là, je vous en montre un. Non, mais je vous montre un exemple de film. Passe-moi ton micro pour que je mette le son. Voilà, vous voyez ça, c'est un film qui a... Ah ben on voit rien là, Ah ben non, parce que c'est... je pense que c'est mort. Il faudrait relancer le... Il s'est éteint lui-même. Tu l'as fait, oui, il faut le relancer là, je sais pas. Oui, bon, alors écoutez. Non mais... Ah voilà. Il était en veille, voilà. Auto-setup. Donc, voilà, je vais faire ça. Bon, je vous explique en deux mots. Il y a un site qui s'appelle Ciné-Archives. Ciné, comme le cinéma, archives plus loin, vous lancez sur une adresse Ciné-Archives sur un moteur de recherche et vous tombez sur ces films du Front populaire, qui sont les archives filmées de la CGT, de la SFIO, du Parti communiste, et que moi-même j'ai contribué à restaurer, à commenter, etc. Vous pouvez les lire. Il y a eu des DVD qui ont été faits. Alors je reprends, si on peut voir quelque chose. Voilà Ciné-Archives. Voilà Ciné-Archives là. Vous voyez ici en haut, Ciné-Archives. Là, vous avez des catalogues de films. Ben, je vais vous montrer. Voilà. Ça c'est un des films. Où est-ce qu'il... Voilà. De ce pays ne se laissera pas ravir la liberté bien suprême, sans lequel rien de grand, de vivifiant ne saurait être créé. Au nom de tous les partis et groupements de liberté et des organisations ouvrières et paysannes, au nom du peuple de France, rassemblés aujourd'hui sur toutes les... Ça c'est la prestation de serment. Nous, représentants mandatés ou membres du Rassemblement populaire du 14 juillet 1935, animés par la même volonté de donner du pain aux travailleurs, du travail à la jeunesse et la paix au monde, nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les factieuses, pour défendre et développer les libertés démocratiques et pour assurer la paix humaine. Bon, voilà. Depuis Panou, se trouvaient réunis les 20 000 représentants de plus de 90 organisations de tous les quartiers de Paris. Bon. Mais ces films, vous pouvez les regarder chez vous, vous pouvez les trouver, donc c'est vraiment intéressant. Il y a toute une collection de films aussi sur les grèves, et sur l'Espagne, sur les... Il y a des films des syndicats. Il y a le film de Jean Renoir qui a été fait pour la campagne électorale de 1936 qui s'appelle La vie est à nous.
et qui est un film dans lequel ont collaboré beaucoup de techniciens et de représentants des milieux du spectacle. Et vous savez, quand on parle du statut des intermittents du spectacle, c'est ces groupements de la CGT et du spectacle qui auront, au moment des conventions collectives, dans le domaine du spectacle, créé les conditions du financement des intermittents. Bon, on arrête, parce que vous voyez. Bon, ben on va vous remercier et puis on vous attend l'année prochaine. Voilà. D'accord. À bientôt.